Quand on parle du tarot, on pense souvent à un langage autonome. Pourtant, le tarot, tel qu'il est conçu, repose sur des structures astrologiques. Alors évidemment, on sait les arcanes majeurs sont corrélés à certains signes astrologiques et même à certains archétypes planétaires. Mais ce qu'on sait moins, c'est que les arcanes mineurs, donc les 36 arcanes, sont en affiliation directe avec les 36 décans de l'astrologie. Alors, c'est vrai que c'est un lien qui est moins fait, qui est moins compris aussi parce qu'il nous manquait jusque-là beaucoup de sources pour saisir cette correspondance entre astrologie et tarot. Or, les décans ont pour usage de représenter les 3 facettes de chaque signe dans laquelle les décans vont ajouter énormément de granularité et de sens, montrant que les signes astrologiques sont beaucoup moins lisses qu'on ne le croit. Et dans cette démarche, ils vont aussi servir de source au tarot. Alors, pour mieux comprendre cette correspondance et ce lien entre arcanes mineures et décans, il faut qu'on remonte un petit peu dans le passé. Donc je vais faire un bref rappel historique des décans et comment est-ce qu'ils ont influencé l'héritage du tarot. Donc pour le rappel historique, les décans, on va dire, émergent environ 2500-2300 ans avant Jésus-Christ. On a même des traces un peu antérieures, évidemment jusqu'à 3000 ans avant Jésus-Christ. Et il faut savoir que durant l'Égypte ancienne, les décans sont, entre guillemets, représentatifs d'un cadre temporel et spirituel pour les Égyptiens. Les décans sont affiliés à des étoiles ou à des groupements d'étoiles mouvantes qui vont apparaître et disparaître temporairement du ciel. Donc grâce à ces étoiles, les Égyptiens vont créer un système d'horloge stellaire dans laquelle ils vont pouvoir se repérer en fonction du mouvement de ces étoiles spécifiques. Donc ces étoiles et ces groupements d'étoiles qui bougeaient venaient cadrer pour les Égyptiens des périodes de 10 jours et donc 36 périodes de 10 jours correspondant au calendrier égyptien. La nouvelle année égyptienne commençait lorsque Sirius, une étoile, apparaissait en faisant son lever héliaque à l'est après 70 jours de disparition, marquant le nouvel an égyptien et donc le début d'un nouveau cycle où, à nouveau, les étoiles mouvantes pouvaient se déplacer dans le ciel, disparaître, puis réapparaître et créer ce cycle vertueux marquant les années égyptiennes. Et ensuite, l'héritage des décans a été étudié, réinterprété par différentes sources spirituelles et aussi différentes mouvances spirituelles. Donc ça a été repris durant l'âge d'or du monde arabe, qui se sont énormément intéressés à l'héritage grec et égyptien, et ils ont pu nourrir en fait l'héritage des décans en apportant leur propre contribution. Ensuite, on a aussi l'Église orientale qui a donné elle-même une autre interprétation, et puis on a évidemment le monde juif qui a pu s'intéresser à cet héritage spécifique et donner également une autre interprétation. Donc on a des sources en fait qui nous viennent de toutes les religions et qui ont nourri les métaphores symboliques associées aux décans, les images décaniques, parce que les décans c'est des images spécifiques, c'est des espèces d'images en fait qui vont symboliser une situation, un apprentissage, une morale, qui va donner une expérience aussi de vie qui va être symbolisée en images. Donc ça vient vraiment mettre en exergue des vécus universels qui vont traduire une certaine émotion ou un enseignement spécifique. Il y a eu aussi l'Inde qui a aussi fourni, avec l'héritage védique, sa propre interprétation. Donc chaque décan, à chaque fois, est remanié, réexploré, et on voit qu'en fonction des héritages, qu'ils soient musulmans, juifs, chrétiens, indiens, c'est toujours en correspondance. Ça veut dire que c'est toujours plus ou moins un message similaire, mais qui va être adapté en fonction de la culture dans laquelle il se télescope. Donc ces images-là, elles vont avoir énormément d'importance, elles vont réémerger durant la Renaissance et elles vont être encore, on va dire, adaptées, réinterprétées. C'est là où finalement, durant la Renaissance, elles vont avoir plus une portée philosophique et on a des philosophes comme Giordano Bruno qui vont voir en fait les images associées aux décans plus comme des empreintes en fait de la mémoire collective, des sources
en fait, qui vont nous permettre de comprendre l'imaginaire de l'humain et comment toucher à son intuition de façon beaucoup plus fulgurante. Et c'est là où, finalement, les décans deviennent des voies de philosophie. Donc là, ce qui va se passer, c'est que durant cette période de la Renaissance, émergent les premières cartes. Et c'est là où c'est extrêmement intéressant parce que on a les premiers tarots, le Solabusca, etc., qui vont aller dans le même sens, c'est-à-dire montrer que grâce à des images fortes, puissantes, à des images symboliques, on va pouvoir toucher à l'inconscient, on va pouvoir toucher à une mémoire collective et individuelle et qui va amener à des expériences qui vont pouvoir nous guider ou à des représentations, en tout cas d'expériences empiriques, personnelles, qui vont pouvoir nous guider sur l'interprétation collective. Et c'est là que ça devient intéressant parce que durant cette même période où les décans et les images décaniques deviennent des images imaginales, des images de mémoire, des images transformatrices et des images sur lesquelles on va raisonner, sur lesquelles on va investiguer, qui vont prendre une portée spirituelle même beaucoup plus large. À ce moment-là, on voit apparaître les premiers tarots durant la Renaissance. Et donc, on utilise des images impactantes, des images fortes, dessinées ou des morales ou la même fonction que les décans, des morales, des scénettes, des petites circonstances, on va dire, résumées en une image, qui va venir parler de manière universelle à ceux et celles qui la tirent, qui la regardent et qui l'interprètent. Et donc on est exactement dans la même démarche des décans alors que le tarot émerge. Donc il y a une vraie correspondance durant cette période. Mais c'est plutôt au 19e siècle, quand la Golden Dawn apparaît, c'est-à-dire c'était une organisation secrète qui était influencée par la Kabbale, par l'hermétisme, va décider d'illustrer, grâce à Arthur E. Waite, la totalité du tarot. Il faut savoir qu'il y avait plusieurs tarots, plusieurs versions du tarot qui avaient été faits avec plusieurs héritages, notamment florentin, comme on l'a vu durant la Renaissance. Et ensuite, il y a eu des adaptations, notamment en France, on a un héritage incroyable au niveau du tarot avec Etela qui va en faire un outil de divination. Mais là, ce qu'on voit, c'est que durant, en l'occurrence, cette période du 19e siècle, ils viennent quelque part réintégrer ce qui avait été fait durant la Renaissance italienne, ce qui a été fait aussi en France et cette réinterprétation aussi du tarot et comme outil divinatoire, et ils vont s'intéresser aux décans et aux images décaniques pour illustrer les mineurs, parce qu'il y en a 36, et qu'ils savaient que c'était en correspondance directe avec l'astrologie. Et c'était dans la volonté d'Arthur E. Waite de faire une correspondance beaucoup plus directe avec l'astrologie pour continuer cet héritage de syncrétisme spirituel et de créer un concept qui soit beaucoup plus sourcé dans des héritages anciens. Et il a commandité auprès de Pamela Colman Smith un jeu où il pourrait illustrer les mineurs en reprenant des sources astrologiques et décaniques beaucoup plus sourcées et donc créer de nouvelles images qui viennent à la fois faire des clins d'œil au tarot qui ont déjà été conçus durant la Renaissance, mais aussi aux images décaniques sur lesquelles ils se sont appuyés, ou en tout cas au symbolisme temporel des décans sur lesquels ils se sont appuyés pour faire leurs illustrations. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aborder un peu plus précisément le lien entre les décans et les arcanes mineurs. Donc juste pour reprendre, les éléments et les suites de tarot sont en correspondance. Donc, ce qu'il faut rappeler, c'est que les 36 décans sont répartis sur les 12 signes astrologiques. Et chaque signe se traduit dans le tarot par 3 cartes numérales. Donc, en somme, le feu, l'élément feu, est associé aux 3 signes de feu, le bélier, le lion et le sagittaire, et donc à la suite de bâtons. Ensuite, l'air est affilié aux Gémeaux, à la Balance et au Verseau, et donc à la suite des épées. Ensuite, on a la Terre, qui va être affiliée au Taureau, à la Vierge et au Capricorne, et qui est affiliée à la suite des Deniers. Puis l'eau, qui va être le Cancer, le Scorpion et les Poissons, qui va être affiliée aux Coupes. Donc ça, jusque-là, en général, on est au courant de cette correspondance. Chaque série de 3 cartes décrit le parcours des corps célestes dans les signes. Donc ça va être intéressant parce que
Quand on prend en considération cette correspondance, on saisit, en connaissant bien les décans et les cartes mineures associées, ça peut nous donner des interprétations aussi sur les placements célestes du moment. Donc on va aller explorer ça un petit peu plus en profondeur. Alors c'est très intéressant et on va aller voir un peu plus en détail la correspondance complète entre décans et cartes mineures. Donc pour prendre l'exemple du bélier. Le 2 de bâton correspond au premier décan du bélier, le 3 de bâton au deuxième décan du bélier et le 4 de bâton au troisième décan du bélier. Donc chacune de ces arcanes va correspondre à une tendance dans le signe du bélier. Donc les arcanes mineures du tarot vont pouvoir nous donner une illustration littérale du visage de chaque signe. Il faut savoir que les décans correspondent à une facette, un visage, un masque propre au signe astrologique. Donc le bélier du premier décan avec le 2 de bâton pose des intentions différentes du deuxième décan et ensuite du troisième décan. Et on voit qu'il y a des tonalités différentes, des postures différentes. On le voit dans les personnages des arcanes, ce n'est pas la même représentation, ce n'est pas le même sens exact, même si l'énergie de feu reste la même, elle est néanmoins appliquée avec des variations. Et c'est donc là où les arcanes mineures vont pouvoir nous donner des informations complémentaires sur le bélier, et en fonction de si vous êtes bélier du premier, du deuxième ou du troisième décan, on voit qu'il y a une carte associée et qui va vous donner des dynamiques autres. Pareil pour tous les placements. J'ai beaucoup cette question. Est-ce que, en fonction de l'analyse entre tarot et astrologie, il ne s'agit que du soleil avec les décans? Absolument pas. Si vous avez la lune dans le deuxième décan du bélier, il va être affilié au 3 de bâton. Et ça va donner la même chose, une granularité, une dimension à votre placement, peu importe lequel, même l'ascendant, même vos axes astrologiques, qui va être différente. Voilà. Et donc ça va être important. Donc déjà, on voit en fait la possibilité de compréhension sur le plan astrologique grâce au tarot. C'est-à-dire que grâce à l'illustration du tarot, inspirée même des sources décaniques, que je ne vais pas vous expliquer ici, parce que ça remonte à l'histoire du tarot, et comprendre en fait pourquoi, on va dire, le 2 de bâton a été illustré tel quel. Là, on ne va pas pouvoir en parler, mais typiquement, autour de l'astrologie, ça va vous donner des clés de compréhension pour mieux interpréter un placement et savoir lui donner un sens différent, alors que typiquement, vous auriez dit « j'ai la lune en bélier, je suis peut-être quelqu'un qui a besoin d'activité, qui est courageux, des choses assez, on va dire, bateau pour interpréter l'archétype du bélier, mais dès que vous faites entrer en ligne de compte la visibilité des arcanes mineurs, vous avez des images très représentatives et puis vous avez aussi le sens des arcanes qui vous donne en fait du grain à moudre pour aller donner une dimension supplémentaire à votre placement astrologique. Donc déjà, rien que sur le plan astrologique, ça nous donne ça. Alors juste pour faire la suite de la correspondance complète, on va juste voir très très brièvement les signes astrologiques et les mineurs associés. Donc pour le taureau, c'est le 5, 6 et 7 de denier, donc premier, deuxième et troisième décan. Pour les Gémeaux, c'est le 8, 9, 10 d'épée, donc le 1, 2, 3 décans. Le Cancer, le 2, le 3 et le 4 de coupe. Le Lion, le 5, le 6 et le 7 de bâton. La Vierge, le 8, le 9, le 10 de denier. La Balance, le 2, le 3, le 4 d'épée. Le Scorpion, le 5, le 6 et le 7 de coupe. Le Sagittaire, le 8, le 9, le 10 de bâton. Le Capricorne, le 2, le 3, le 4 de denier. Le Verseau, le 5, le 6, le 7 d'épée. Les Poissons, le 8, le 9 et le 10 de coupe. Donc chaque fois que vous tirez une carte, vous avez donc en main un fragment en fait du ciel, une signification aussi pour vos placements astrologiques en fonction du décan précis où il se trouve. Et vice-versa, quand vous regardez un placement, vous pouvez avoir une carte aussi qui va illustrer ce placement et vous donner un moyen intuitif d'aller plus loin dans votre interprétation.
Alors on commence cette exploration des décans solsticiaux et équinoxiaux avec le 3e décan des Gémeaux et le 10 d'épée. Alors sur le 10 d'épée, on le voit sur la carte représentée ici, on voit littéralement un homme criblé d'épée dans le dos, face contre terre. C'est une carte en fait qui effraie, qui fait peur, qui est synonyme de mauvaise nouvelle, qui est synonyme de catastrophe, qui est synonyme même de façon extrêmement triviale de mort. Enfin, dans les mineurs, c'est quand même une carte qui est particulièrement redoutée. Néanmoins, quand on comprend le sens astrologique et surtout le sens décanique, c'est une arcane qui correspond au 3e décan des Gémeaux, qui est le décan qui précède le solstice d'été. Et ce décan, il a une particularité. C'est que à la fois, il incarne la fin d'une saison, mais pas que. Sous le prisme astrologique, il y a plusieurs façons de montrer le début et la fin d'une année. On a la façon traditionnelle avec les signes astrologiques qui correspond au Bélier et au printemps qui marque la nouvelle année jusqu'au Poisson et à la fin de l'hiver, mais pas que. Ce qu'on voit aussi au niveau de l'héritage astrologique, et notamment quand on se réfère aux traditions pas seulement eurocentrées, mais spécifiquement égyptiennes et traditionnelles sur l'Afrique du Nord, on voit que la nouvelle année était célébrée durant le solstice d'été. Pourquoi ? Parce que c'était une période de récolte, parce que ça marquait la crue du Nil, parce que on estimait que l'apogée de la lumière représentée par le solstice d'été était un moment de célébration spirituelle et divine. Alors que en Occident, on va estimer que le début de l'année s'opère durant le solstice d'hiver, quand la lumière regagne ses droits sur l'obscurité et recommence à être en croissance après une phase de déclin qui s'est opérée sur l'automne. Donc c'est deux façons d'aborder la nouvelle année qui sont totalement légitimes. D'une part, on fête l'apogée solaire avec le solstice d'été, et durant le solstice d'hiver, on célèbre la nouvelle croissance de la lumière qui reprend ses droits et le soleil qui s'installe de plus en plus de jour à jour sur la période hivernale et ensuite sur le printemps, etc. etc. Donc en fait, c'est deux visions totalement légitimes, toujours en lien à la lumière solaire, mais qui racontent des choses différentes. Alors là, sur le 3e décan des Gémeaux, l'interprétation décanique qui vient apporter une visibilité différente sur l'arcane qui en soi fait très peur, c'est que on saisit finalement qu'on arrive à bout en fait d'un certain système de pensée représenté par les épées, représenté par l'arcane des Gémeaux, qu'on a des prises de conscience. Ce décan, il est associé au Soleil et à Saturne, donc on va dire, un état des lieux extrêmement lucide sur notre conscience, et on est amené à avoir une forme d'illumination et de laisser aussi la dépouille de ce qui fut ou de ce qui a été. Donc c'est un moment de lucidité, c'est un moment de clôture, et on voit que la raison en fait s'épuise pour laisser place à la saison du Cancer et les décans qui vont suivre, c'est-à-dire la mémoire, l'émotivité, l'émotion. Donc c'est pas une carte en soi de mort, mais c'est une carte de passage, de réorientation intérieure spirituelle, parce que ce décan est affilié au Soleil et à Saturne, mais aussi intellectuelle. Donc il y a cette idée aussi de l'esprit s'éteint et la mémoire s'ouvre avec le Cancer, avec l'archétype du Cancer qui laisse place, et on est sur cette abondance, on est sur cette fécondité beaucoup plus sensible qui se déploie en fait sur la saison estivale. Quand on voit en fait les symboliques représentées par le 3e décan des Gémeaux et les sources et comment elles sont décrites, on comprend en fait qu'on a finalement une sorte d'apogée aussi d'une grande intelligence, on a une sorte d'illumination spirituelle, on a quelque chose qui nous permet de voir en fait notre environnement de façon totalement différente, et ça montre qu'on est aussi arrivé au bout d'un processus autour de notre pensée. Donc on s'extrait vraiment de cette, je pense, de cette approche beaucoup plus triviale de la lecture du tarot pour gagner en profondeur et saisir aussi comment cet arcane ne nous représente pas de façon, si elle est dans notre thème, de façon extrêmement
on va dire littérale, mais elle va nous représenter sur le plan symbolique dans cette quête de remise en question, de réinvention permanente sur le plan intellectuel, d'avoir toujours besoin de renouvellement, de réinvention sur le plan cérébral, d'être dans cet appétit en fait de toujours aller en quête de nouveaux savoirs, etc., etc. Et surtout d'être dans cette insatiabilité de la connaissance qui est propre au troisième décan du signe des Gémeaux. Mais ça, c'est à saisir avec les sources décaniques. Ensuite, on a le troisième décan de la Vierge qui est affilié au 10 de denier. Alors, sur cet arcane, on voit un vieil homme assis, drapé dans une cape, avec 2 chiens à ses pieds. Derrière lui, on voit un couple qui se tient la main avec un enfant. Autour d'eux, il y a des arches, des symboles héraldiques, des pièces d'or disposées. Enfin, on a vraiment une atmosphère de pérennisation. C'est souvent une carte, qui représente une forme de richesse, d'héritage, etc. Là, c'est une carte qui est très positive. C'est associé du coup au dernier décan du signe de la Vierge, et ce décan, il est affilié à Mercure, à Vénus. C'est une carte qui vient représenter la fin d'un cycle, la pérennisation, la maîtrise. On va vraiment au bout en fait de ce qu'on a su semer, de ce qu'on a pu travailler à faire, de ce à quoi on a œuvré. Donc c'est une carte qui est très positive. Néanmoins, quand on regarde par exemple les sources décaniques, c'est une arcane qui est associée à la lèpre. Et donc on a une image qui est plus d'ailleurs représentative de ces décans en fait très spécifiques liés à l'équinoxe en fait d'automne, c'est-à-dire quelque chose de l'ordre de c'est la fin, c'est le dépouillement, et c'est le moment où l'obscurité prend le pas aussi sur la lumière. C'est le déclin de la lumière, l'équinoxe d'automne. Donc on voit en fait, durant ce décan équinoxiaux du troisième décan de la Vierge et du 10 de denier, que quand on regarde les sources décaniques, on comprend en fait que quand on regarde cette carte du 10 de denier, on voit une personne en fin de vie qui fait ses comptes, qui regarde ce qu'elle a construit, qu'elle est sur le déclin, et qu'elle peut faire l'inventaire de ce qu'elle a su mettre en œuvre, ce qu'elle a su construire. Donc, quand on regarde cet arcane de façon, peut-être dans un tirage, on prend en fait tout le bénéfique, et c'est merveilleux, mais quand on a les sources décaniques, on saisit qu'il y a une forme de perte et d'acceptation de la perte, et dans la perte, on a su sécuriser certaines choses. On a su laisser aussi une trace immuable, et peut-être on a su déposer aussi chez les autres une forme de sécurité qui sera pérenne. Donc en fait, il y a beaucoup de nuances qui sont ajoutées à la fois avec les sources décaniques et avec les interprétations en fait du tarot telles qu'elles ont été dessinées. Et on voit qu'il y a différents niveaux de lecture à laquelle on va accéder grâce au décan. Et là, je vous dis la lèpre, vous dites non, mais la lèpre, c'est cette maladie affreuse, etc. La lèpre, ça parle en fait d'une dépossession du corps, d'une dépossession de la matérialité. Et c'est ça qui est très intéressant parce que cet arcane du 10 de denier représente souvent la richesse absolue. Et en même temps, les décans nous disent non, c'est la dépossession de la matérialité. Et c'est là où on voit qu'on a une ambivalence dans cet arcane du 10 de denier, parce qu'on a quelqu'un qui possède tout, mais qui est sur le déclin de sa corporalité, qui s'approche de sa propre fin. Donc c'est là où il y a toujours en sous-texte cette dynamique, surtout avec les décans solsticiaux et équinoxiaux, cette tension en fait de la finitude. Et elle est racontée sous différents angles. Donc pour moi, c'est vraiment des décans qui nous parlent de la fin, de la finitude, de la mort, des cycles qui s'achèvent, cycle de vie, cycle de renaissance qui se prépare, mais qui nous montrent en fait différentes versions, différentes approches de ça. Et encore une fois, ce n'est pas à prendre de manière littérale, parce qu'on peut avoir des placements, là c'est sur l'interprétation astrologique, qui sont dans ces décans à proprement parler, mais ça va nous donner une densité supplémentaire d'interprétation pour mieux saisir nos motivations, pourquoi est-ce qu'on fait ça, ou comment est-ce que... Voilà. Et pareil, quand on fait nos travaux intuitifs avec les arcanes du tarot, on va pouvoir avoir d'autres espaces de mémoire, d'autres images transformatrices qui vont nous aider dans notre pratique intuitive. Ensuite, on a le troisième décan du Sagittaire, qui donc fait référence
au solstice d'hiver et qui est associé au 10 de bâton. Alors, la description qu'on voit sur cet arcane, c'est un homme penché en avant portant 10 bâtons serrés contre lui. Il avance difficilement et puis on voit que les bâtons, en fait, lui bouchent la vue. Il avance à l'aveugle, littéralement. On voit que le ciel est clair, la terre est ocre, mais on voit qu'il est épuisé, qu'il est à bout de force, la posture est lourde. Et on voit qu'il y a une tension physique dans cet arcane, dû au poids de ces bâtons. Alors la particularité de ce décan et du 10 de bâton, et surtout de ce solstice d'hiver, c'est qu'au niveau de l'interprétation décanique, ce décan il est affilié à l'Ananké. Donc l'Ananké, c'est un concept de philosophie métaphysique qui désigne ce qui doit arriver, la nécessité, ce qui doit advenir d'une certaine façon. Donc il y a presque ces grandes lois universelles, ces grandes lois de la vie. Donc c'est à la fois les lois sociales, le droit, enfin littéralement les lois sociales à laquelle on est assujetti, les lois morales, les lois spirituelles. En fait, c'est vraiment toutes les grandes injonctions qu'on nous met sur le dos. Et donc on voit que cette arcane, elle représente ça. C'est vraiment comment est-ce qu'on porte ces injonctions, ces conventions, ces morales, ces idéaux, toutes ces choses qu'on est censé devenir être, toutes ces cases qu'on doit cocher. C'est vraiment ça, cet arcane, le 10 de bâton. Et on voit en fait qu'on arrive au bout de ces fameuses conventions, au bout de ces fameux devoirs, de ces fameuses lois à laquelle on doit adhérer, ou voilà. Et c'est vraiment cette représentation. Et au niveau, en l'occurrence, de l'arcane, on a cette notion de charge mentale qui va revenir, de ne plus pouvoir supporter une situation, de ne plus y voir clair parce que on est complètement mis en étau. Enfin, moi j'ai cette image de porter un poids terrible ou d'arriver à bout d'une situation qui n'est plus supportable. Donc on est encore dans une représentation typique d'une arcane liée à une temporalité solsticiale ou équinoxiale. Mais en plus de ça, on voit avec les décans qu'il y a cette dimension de l'Ananké qui rajoute en fait une philosophie derrière cet arcane. Et on voit qu'on est dans cette possibilité d'aller densifier notre interprétation et d'aller voir plus grand aussi de quelles sont les croyances qui m'aveuglent. Et ça peut être une traduction de l'arcane grâce à l'interprétation décanique. Quelles sont toutes ces croyances qui m'aveuglent? Quelles sont ces idées reçues qui bloquent mon champ de vision? Donc on voit qu'on peut, là je vous donne vraiment des pistes, mais ça vient vraiment galvaniser cette interprétation décanique d'une autre façon, et ça nous montre aussi qu'on arrive à bout en fait d'un certain système de pensée, un certain système de comportement, un certain système XYZ dans laquelle on se sent oppressé littéralement. Donc c'est encore une fois un autre décan de transition saisonnale qui nous montre une autre approche en fait de l'arcane à laquelle il est affilié de manière initiale. Ensuite, on a le troisième décan des poissons qui est affilié au 10 de coupe, une des plus belles cartes. Donc c'est intéressant parce que on commence avec le décan des Gémeaux qui est une des pires cartes et on finit avec une des plus belles cartes, le 10 de coupe. Alors sur cet arcane, on voit un couple, les bras levés, un arc-en-ciel formé par les 10 coupes, 2 enfants qui jouent aux côtés du couple. C'est vraiment une image absolue de félicité, de bonheur, d'accomplissement émotionnel. Voilà, c'est vraiment cette image de happy ending, d'un niveau de réalisation émotionnelle totale qui va être incarné par cette carte et qui représente, je pense, une aspiration un peu collective à ce que représente le bonheur. Et en fait, quand on regarde les sources décaniques de cet arcane, qui souvent est prise de manière, encore une fois, assez, je pense, simple, c'est génial, c'est un grand oui, c'est merveilleux, c'est super, c'est un feu vert gigantesque, cet arcane du 10 de coupe. Et quand on regarde les sources décaniques, vu qu'on est sur un décan équinoxial, celui de l'équinoxe du printemps, qui marque en fait cette transition, on voit en fait qu'il y a là il y a un peu plus de nuances, parce que on voit qu'en fait ce décan il est associé à Elpis, qui est littéralement la dernière entité, la dernière divinité à rester dans la boîte de Pandore, après que Pandore ait ouvert cette fameuse boîte et
transmis tous les maux de l'univers à l'humanité. Et donc on voit qu'il reste Elpis, l'espérance, cette foi en fait immuable que quelque chose de mieux peut s'opérer. Et donc on voit qu'en fait c'est doux amer. On arrive sur la fin du cycle, mais il y a quand même cette amertume. On a quand même finalement en arrière-plan, malgré cet espoir, malgré cette beauté, en fait ce témoignage de beauté donné par l'espérance, par Elpis qui incarne ce décan, on voit quand même que ce n'est pas forcément quelque chose d'acquis, que c'est quelque chose vers laquelle on tend. Donc ce 10 de coupe, c'est plus une image représentative d'un symbole de ce qui nous donne envie d'avancer, ce qui nous aide à nous projeter. Et c'est cette image du 10 de coupe. Mais on voit aussi qu'avec cet arcane, on a le symbole de l'infini. On a cette représentation de l'immuable. Et cette arcane, elle nous montre aussi, grâce aux sources décaniques, ce qui restera. Et c'est le 10 de coupe. C'est ces moments-là. C'est cette beauté-là. C'est faire famille, c'est cette connexion avec notre environnement, c'est avec cet arc-en-ciel, c'est ce passage, c'est cette merveilleuse synchronicité de cet aboutissement en fait. Là, je vous le dis de façon extrêmement simple, mais ce décan, et en l'occurrence cet arcane, ils sont affiliés à Mars et à Pluton. Donc on voit aussi qu'il y a quelque chose de très transformateur. Il y a quelque chose de l'ordre de la mutation. Il y a vraiment cet aboutissement du cycle émotionnel, cette fusion complète avec le tout, cette sensation d'être en totale cohérence entre ce qu'on vit, notre environnement, l'univers. Il y a, au travers de cette image idyllique aussi, une forme de dissolution, c'est-à-dire la fin d'un cycle et le renouveau du bélier. Mais vous savez, quand on atteint aussi une apogée de bonheur, vous savez cette phrase de dire c'est pour ça que je vis, ou une fois que j'ai vécu ça, je peux mourir. Il y a souvent cette phrase qui raconte ça. C'est vraiment cette tension d'une apogée de bonheur, de dire c'est bon finalement, j'ai parachevé ma mission ici, j'ai vécu la plus belle version du bonheur, j'ai vécu les plus belles expériences, j'ai vécu cette expression en fait magistrale de la joie et de l'amour, et je peux partir. Et c'est vraiment ce que représente le 10 de coupe. Donc encore une fois, on est sur une autre version de la finitude, c'est-à-dire une extase de bonheur, de joie et d'amour qui dit c'est bon, j'ai de la gratitude, je peux partir. Donc voilà comment en fait, au travers de ce décan équinoxial et des autres qu'on a vus auparavant, il y a toujours cette phase de transition qui nous amène vers la fin d'un cycle. Donc je récapitule, on a cette notion de prise de conscience, les choix moraux, les choix aussi intellectuels, comment est-ce qu'on s'est orienté, le fait d'arriver à la fin d'un cycle de réflexion, de pensée, et aussi où est-ce que nos idées nous ont menés. Avec le 10 de denier, on a cette concrétisation matérielle qui est plutôt tangible, qui est plutôt de l'ordre de la pérennisation. Et comment est-ce que on pérennise et on existe au-delà, en fait, même de notre vie, au travers de la finitude, au travers de ce qu'on laisse. Et ensuite, on a le 10 de bâton, donc le fait de se surcharger, de dépenser beaucoup trop d'énergie et d'être aussi en proie aux oppressions des idéaux, des croyances, des conventions, des injonctions qui peuvent nous asservir et nous déposséder aussi d'une certaine façon de nous-mêmes. Et ensuite, on a le 3e décan des poissons avec le 10 de coupe et voilà, cette fameuse extase dont qu'on vient juste d'aborder. Voilà, je pense que je t'ai donné les clés principales pour comprendre le lien entre tarot et astrologie, pour te donner des clés de lecture aussi et voir la densité qui se cache à la fois si tu es cartomancien ou cartomancienne. Tu peux gagner en connaissance sur l'astrologie grâce à ta connaissance des arcanes et tu peux aussi grâce à l'astrologie voir les arcanes sous un nouvel angle et gagner en granularité. Et pareil, si tu es astrologue ou si tu es amateur d'astrologie, tu peux largement gagner un autre niveau de compréhension de tes placements astrologiques, des cycles astrologiques aussi, des transits, grâce au tarot, grâce au décan, et apporter une densité à nouveau supplémentaire sur ta façon d'aborder tes interprétations. Donc si tu veux en savoir plus, évidemment, il y a mon livre Les décans révélés. C'est un livre qui va te donner déjà toutes les bases fondamentales et qui va être absolument utile si tu veux suivre ma formation Le fil d'or.
Parce que le fil d'or, c'est la continuité du livre. C'est-à-dire que tout ce que je n'ai pas pu mettre dans le livre, tout ce qui était trop spécifique, tout ce qui était trop pointu, tout ce qui était trop niche, tout ce qui était aussi dédié à un public averti, c'est-à-dire à des personnes qui pratiquent le tarot, qui pratiquent l'astrologie, qui maîtrisent déjà tout ça, c'est littéralement ce que je vais donner dans la formation. Le fil d'or, parce que les décans, ça a une fonction tellement large, c'est aussi un principe de dignité. Donc vous pouvez avoir une planète qui va être, par exemple, dans un signe dans lequel elle est censée être en chute, mais être en dignité parce qu'elle est dans un décan qui va lui être affilié, et donc ça va compenser le fait qu'elle est en chute ou en exil. Donc on n'a que des placements comme ça, on a aussi des planètes qui sont littéralement, on va dire, à domicile dans certains signes, mais qui dans certains décans vont être, on va dire, plus affligées, ce qui va changer l'interprétation. On a tellement de choses à dire sur le plan astrologique avec les décans, ça vient totalement changer notre approche. Mais voilà, le fil d'or, il sort le 20 octobre, le livre le 15 octobre. Donc c'est vraiment, voilà, en coude à coude. C'est vraiment un grand moment pour moi parce que ça fait 3 ans que je suis sur cette thématique. J'ai hâte de vous présenter le livre qui est disponible le 20 octobre et j'ai hâte aussi de vous dévoiler le fil d'or qui, je pense, changera énormément de choses pour beaucoup d'entre vous dans vos pratiques. Si ça vous intéresse, le lien et la formation sont sous cet épisode et vous pouvez les découvrir dès maintenant.